Bonjour, aujourd'hui on a un épisode un peu particulier pour vous. C'est en effet un épisode qui va vous parvenir en direct d'une voiture. Ben oui, en ce moment, on est dans le coin de Winnipeg à bord d'un Toyota Crown Signa et on fait un road trip en ce moment à travers les prairies pour essayer plusieurs véhicules Toyota. Moi, c'est William Bouchard. Et moi c'est Marc Bouchard et vous écoutez Gotchard. Et oui, William, c'est une sortie de Gotchard, en fait, que l'on fait aujourd'hui parce qu'on est effectivement dans les prairies, dans le cadre d'un programme Toyota. Toyota qui, pour célébrer son 60e anniversaire, a créé un événement pan-canadien. On est parti de Saint-John et on s'en va jusqu'à Victoria, donc du 1000 au 1000. Je sais que ça a un nom. Oui, c'est effectivement assez important dans la culture japonaise, hein. C'est ce qu'ils nous ont dit eux-mêmes, Toyota, le 60e anniversaire. En japonais, ça s'appelle Kanreki, donc le retour après le passage du temps, si on veut. Puis la raison pour ça, c'est parce que c'est comme une espèce de cycle, là, le zodiaque chinois. C'est 12 ans. Donc quand tu fais 5 fois le zodiaque chinois, ben tu retournes un peu à la case départ. Donc c'est le principe. Fait que pour célébrer leur Kanreki, justement, ils nous ont invités. Nous, évidemment, on fait pas du 1000 au 1000 là. On fait juste de Winnipeg à Calgary, mais c'est quand même presque 2000 km avec tout ça. Donc, ça risque quand même d'être un beau road trip ensemble. Effectivement, petit retour historique rapide. En 1964, en fait, ce n'est pas Toyota qui est arrivé au Canada, c'est une compagnie qui s'appelait CMI, Canadian Motors Industry, et ils ont créé la première usine de fabrication de voitures où ils fabriquaient à la fois des Isuzu, une Isuzu Billet et une Toyota. Finalement, on a ramené des Toyota Crown. Au fil des années, c'est devenu Toyota Canada. Et là, c'est devenu TMMC pour Toyota Motor Manufacturing Canada. Donc, on est un endroit au pays où c'est vraiment très populaire, les Toyota, bien sûr, mais où Toyota est très bien implanté. C'est d'ailleurs ce qu'on va aller voir, puisque nous, on aura l'opportunité de visiter des trucs où Toyota met sur la technologie, mais beaucoup la technologie à hydrogène. Oui, entre autres, on va aller à l'aéroport international, hein, rendu à Calgary, pour aller... C'est ça, Calgary? On vous en parlera à Edmonton pour aller voir la nouvelle technologie à hydrogène, entre autres avec des Mirai, hein, qu'on va aller voir là-bas. Puis évidemment, on va vous parler aussi de nos impressions de conduite, parce que dans les prochains jours, on va pouvoir conduire quand même un bon nombre là, de modèles Toyota. Évidemment, là, en ce moment, je suis passager. On va vous en parler une fois que je vais avoir conduit moi aussi les différents véhicules, mais c'est certain qu'on va vous parler aussi là, entre autres le Tacoma, hein, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Land Cruiser, le Tacoma hybride qu'on va avoir. On a actuellement la Crown Signa. Il y aura la Camry et il y aura le Highlander. Et on aura l'occasion de conduire le RAV4. C'est pas une grande nouvelle, là, le RAV4, vous connaissez, mais c'est le 11 millionième véhicule précisément qui est sorti de l'usine canadienne. Donc, c'est un véhicule qu'on aura l'occasion d'essayer aussi. Bref, William vous l'a dit, actuellement, moi je suis au volant de la Crown Signa. C'est William qui va prendre le volant par la suite. On vous invite donc à rester avec nous pour les prochaines minutes parce que pour nous, ce sera sur 2000 km. Pour vous, ce sera sur à peu près 45 minutes où on va vous parler de nos essais et bien sûr de ce qu'on va découvrir au fil de la route. Alors, on est un peu plus avancé dans la journée. On a fait une petite pause. On est allé luncher. On a fait jusqu'à maintenant à peu près 450 km, peut-être un peu moins. Juste pour vous donner une information, quand William a pris le volant après le lunch, on avait une distance de 232 km à franchir. Sur le GPS, c'est littéralement marqué notre destination parce qu'il n'y a aucun virage à faire d'ici jusqu'au point où on se rend. Donc, ça vous donne une idée que les prairies, c'est assez en ligne droite. Sauf qu'on a fait ça au volant de la Toyota Crown Signa. La Crown Signa, on le rappelle, c'est la version de la Crown, donc une motorisation hybride que l'on connaît bien, qui est aussi plus familiale, donc un look un peu plus VUS. William, un premier mot pour nous dire, bon, ça fait plus de 200 km, près de 200 km que tu l'as conduit. Comment te sens-tu au volant de la voiture? Franchement,
assez bien. Je pense que c'est un véhicule qui est parfaitement adapté pour faire ce genre de route-là. Je suis pas certain que j'aurais été capable de faire ça dans, je sais pas moi, un petit char-sport ou quelque chose comme ça. On est vraiment dans un véhicule qui est fait pour ce genre de voyage-là. C'est confortable. C'est quand même assez grand, honnêtement, l'espace qu'on a. Le système d'infodivertissement, moi, je l'aime bien en général, celui chez Toyota. On n'a pas eu vraiment de problème jusqu'à date. On a écouté de la musique, des podcasts. On n'a pas eu de problème non plus avec le Apple CarPlay là, pour ce qui est de la navigation. Donc, écoute, ça va bien dans ce temps-là, hein? Puis sinon, par rapport au look, je suis obligé de dire que je suis d'accord avec toi que c'est quand même un peu plus un look VUS peut-être là, que celui de la Crown, disons, standard, là. Par contre, au niveau de la conduite en tant que telle, ça reste encore une fois, je dirais, un véhicule confortable. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose qui est nécessairement ultra puissant, quoique, écoute, c'est pas si mal. Je suis curieux de savoir le nombre de chevaux, je l'ai pas devant les yeux en ce moment, mais surtout, c'est le 6,5 litres au 100, moi, qui m'étonne. Ce qui est assez étonnant, considérant que, bon, on fait de l'autoroute et on n'est pas nécessairement gêné d'être à la vitesse, disons, permise. Donc, 6,5 km, ça montre justement l'intérêt de cette motorisation-là hybride. Effectivement, tu as bien raison pour la consommation. Je suis obligé de te dire cependant que je trouve qu'elle manque un petit peu de reprise. Je ne sais pas si vous avez pu entendre au moment où William accélérait pendant qu'il faisait je dirais, le mouvement qui parlait un peu, mais on aurait apprécié qu'il y ait un petit peu plus de reprise parce que on a vraiment la sensation que le moteur force un peu, malgré qu'il y a 243 chevaux, rouage intégral, c'est un moteur 4 cylindres 2,5 litres, là, c'est ce qu'on connaît déjà avec la Camry. Donc, il y a quand même pas mal de puissance, mais je vous avoue que dans les montées, il n'y en a pas beaucoup dans les prairies, on va se le dire, mais mettons plus dans les dépassements, c'est peut-être un problème. Un bon mot, par contre, que je dois donner à Toyota, c'est la qualité de finition de ce véhicule-là. Quand on regarde à l'intérieur, c'est absolument bien fait. On est dans un véhicule de luxe, on est dans un véhicule qui est très, très intéressant au niveau de tout ce qu'il y a comme accessoire. Bien sûr, on a une version haut de gamme, système de son JBL que l'on a abondamment mis à profit avec la musique des années 80 et quelques podcasts. Mais effectivement, un siège confortable. Donc, peu de reproches à faire au véhicule. Peut-être une insonorisation qui pourrait être perfectible dans certains cas. J'avais un léger bruit de vent, entre autres du côté passager à l'occasion. On a aussi, sur des chaussées plus accidentées, entendu un peu plus le bruit de roulement. Mais tu le dis, 6,5 litres au 100 dans une région où tu l'as mentionné, on est largement à la vitesse permise. Donc, c'est vraiment un véhicule qui mérite considération. Un peu plus de 55 000 c'est pas donné, mais c'est tout à fait compatible avec le type de personnalité. Donc, c'était notre premier essai, si vous voulez. Au moment où on traverse la frontière de la Saskatchewan, peut-on dire? Exactement. Donc, on arrive en Saskatchewan, on s'en va jusqu'à Saskatoon ce soir. On va tout à fait, toutefois, faire un petit arrêt entre les deux et on va prendre le volant d'un autre véhicule. On ne sait pas lequel encore. Donc, on pourra vous en reparler un peu plus tard et on vous invite à rester avec nous. Vous allez vivre en moins d'une heure les 3 jours de notre aventure dans les prairies et on espère que ça va vous plaire. Donc, on vous dit à tantôt parce qu'on va partir probablement avec le Land Cruiser. Mais en tout cas, on en reparle et on vous revient avec notre essai. Alors, on a changé un peu de rythme. On est maintenant dans le Toyota Tacoma TRD Pro, un véhicule qui est, ma foi, surprenant à plusieurs niveaux. Une des choses qui, moi, me surprend le plus, ce sont les sièges. Il faut dire qu'on a les sièges là, les plus sophistiqués, dont le nom officiel, en fait, ce sont des sièges isodynamiques. Oh! Oui. Des sièges de performance, donc, qui sont en fait montés sur des cylindres à l'huile que l'on peut ajuster et qui contrôlent le mouvement latéral et le mouvement de haut en bas. Donc, théoriquement, c'est supposé être capable d'absorber des chocs. Moi, je l'avais essayé quand on est allé au lancement du véhicule. On nous avait permis de faire des petits sauts avec la voiture. Et je t'avoue que ça, honnêtement, ça faisait tout à fait le travail.
Le problème, c'est qu'une fois que ces sièges-là sont tellement épais que tu n'as plus de place en arrière dans la cabine pour asseoir des passagers. Et pourtant, c'est drôle parce que moi, j'ai pas trouvé que c'était une conduite si smooth que ça, même avec les sièges hydrauliques, là. Au contraire, en fait, j'ai trouvé que, surtout quand on le compare au Crown, ce qui est peut-être pas la bonne chose à faire, parce que là, on est dans un véhicule pas mal plus confortable, un peu pépère, là, la condition, mais quand même, moi, j'ai trouvé que le Tacoma, il brassait vraiment beaucoup, là. J'ai trouvé qu'il y avait de la difficulté à prendre les bumps. En même temps, il va aller partout dans le sens qu'il n'y a pas de difficulté en termes techniques, il y a de la difficulté en termes de confort, là, je tiens à le spécifier, parce que, évidemment, c'est fait pour tout ce qui est off-road, tout ce qui est gravel. J'ai eu bien du fun sur les chemins de gravel, mais n'empêche que quand on était même sur une autoroute, aussitôt qu'il y a une légère bosse, tu la sens, ça shake de partout. C'est lourd aussi, j'ai trouvé, là, en termes d'accélération, en termes de freinage, en termes de virage. Je trouve ça lourd. Oui. Il faut aussi préciser qu'on avait la version hybride quand même, là. Un bon moteur, hein, écoute, on parle d'un moteur de 326 chevaux, assisté évidemment avec une motorisation électrique. Donc, c'est vrai que c'est lourd. Ça donne quand même une certaine nervosité au niveau des accélérations, mais tu as raison. C'est d'abord un TRD Pro, il faut le dire. Donc, un véhicule qui est conçu pour le plaisir hors route, pour le plaisir dans des conditions difficiles. Nous, on a fait beaucoup d'autoroutes. Toi, tu as été chanceux. Tu as fait une portion sur de la gravelle, tu as fait une portion sur des routes un peu plus accidentées. Moi, je t'avoue que, écoutez, on est encore dans les prairies, on est encore entre Winnipeg et Saskatoon. C'est gros les prairies, hein? Ça va avec le podcast, mais c'est gros les prairies. Oui, c'est gros. Et c'est pas particulièrement accidenté comme endroit, hein? Pour ne pas dire c'est plate en taboire en termes de géographie, là. Je veux bien dire là, que c'est plane, mettons, plutôt que plate. Plat, plat. C'est ça. Euh, donc, mais effectivement, donc le Tacoma, de ce point de vue-là, a fait tout à fait le travail. Mais évidemment, c'est pas un véhicule d'autoroute. Il y avait quelques petits bruits de vent, mais c'est confortable, ça va bien, là. Faut pas se le cacher, là. C'est pas un mauvais camion, mais c'était peut-être pas les conditions idéales pour profiter de ce qu'il nous proposait. Quand même un bon mot pour te faire plaisir pour le système d'infodivertissement qui est le même qu'on retrouve dans la plupart des véhicules Toyota. Donc, un système qui va très bien, qui nous a permis de brancher le téléphone, d'avoir le GPS, la navigation facile, d'avoir les droits à la musique. Donc, ça va bien. Consommation un peu plus élevée, évidemment. Là où on a eu un petit souci au niveau de ce véhicule-là, c'est peut-être quand on est arrivé dans la ville, quand on arrive dans la ville de Saskatoon, au moment où là, on est là, on roule dedans, et là, ben, on rend compte que c'est large, c'est gros, et c'est pas facile à stationner nécessairement, mais on n'est pas rendu là encore. Donc, évidemment, ça, c'est un des éléments. Donc, c'est pour le moment ce qu'on fait. On arrive à Saskatoon, on va faire une pause d'une nuit, hein? Évidemment. Et on repart demain. Demain, c'est une autre randonnée de près de 600 km qui va nous mener de Saskatoon à Edmonton. Donc, on aura l'occasion de vous en reparler. Nouvelle journée dans notre périple de Toyota Canada pour son 60e anniversaire qui s'appelle, William, j'ai encore oublié le nom. Le Canriki. Le Canriki. Le Canriki. Et je corrige d'ailleurs ce que j'ai dit plus tôt dans le podcast. Ça veut dire calendrier, le Reiki, et non passage du temps. C'est pas le même symbole chinois. Je m'en excuse 1000 fois, mais ça change pas grand-chose, soyons honnêtes. Non, en fait, ça va encore dire qu'on est là pour célébrer le 60e anniversaire de Toyota au Canada. On est en train, nous, de faire les prairies. Je vous rappelle qu'il y a des gens qui vont faire d'un bout à l'autre du pays. Là, on arrive à Prince-Albert, en Saskatchewan. On est dans un endroit qui est, encore une fois, c'est quand même, je dirais, un peu plus diversifié comme paysage qu'on ne l'a eu au Manitoba, il faut le préciser. Oui, il y a beaucoup de champs de blé, hein, on l'a vu. Un message particulier. Alors, c'est ça, ce matin, on nous a emmené visiter un lieu qui s'appelle Wanuskewin. C'est un lieu, vous l'aurez compris, là, qui parle des Premières Nations, des peuples autochtones, mais c'est un lieu absolument phénoménal où on a trouvé plein d'éléments, entre autres des os, des pièces. Ça fait 41 ans qu'on fait des recherches archéologiques là. Il y a plein de flèches, des dards, des pétroglyphes, c'est-à-dire des choses qui ont été gravées dans la roche. Non, en tant que nerd d'histoire, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Écoute, je t'avoue que je suis pas un nerd d'histoire, mais j'ai trouvé la visite très intéressante. Si un jour vous êtes de passage dans le coin, je pense que ça vaut vraiment la peine.
d'aller visiter ça. D'ailleurs, ils sont actuellement en train de faire une demande pour être reconnus comme faisant partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un lieu assez unique en son genre. C'est un lieu où on élève aussi des bisons. Parce que à l'époque, c'était un lieu de chasse et de, je dirais, massacre, j'aime pas le mot, mais des bisons où on les faisait tomber en bas d'une falaise, littéralement, là, pour aller ramasser la viande et les fourrures. Euh, c'est vraiment un endroit qui vaut la peine d'être visité. C'est très intéressant. On a aussi fait un autre arrêt, d'ailleurs, si vous allez voir sur notre page Facebook, vous allez voir une petite vidéo. On a fait un autre arrêt chez Hens Toyota, qui est un concessionnaire. Vous allez dire, ouais, mais visiter un concessionnaire, c'est pas intéressant. Là où ça devient intéressant, c'est quand on a sur place des véhicules comme un Land Cruiser 1969 avec lequel William est tombé en amour. En effet. Comme une Toyota Corolla 1971 avec laquelle je suis tombé en amour. Et aussi parce que c'est une entreprise qui fait des... oui. Après lui, c'est correct? Oui. Ouais, ouais, ok, parfait. On prend le montant. Et c'est aussi une entreprise qui assemble des camions, en fait, qui importe des modèles 70 du Land Cruiser d'Europe, qui ont des moteurs diesel, des moteurs V8 4.2 litres, dont on ne se sert plus, et qui sont capables de les aménager pour servir dans les mines souterraines, entre autres. Donc, c'est assez particulier. C'est une visite qui valait le déplacement. Ceci étant dit, on se promène actuellement dans le Land Cruiser, évidemment la nouvelle génération. Là, nous, on n'est pas dans les vieux. On est dans la nouvelle génération. Honnêtement, c'est un véhicule qui m'enthousiasme pas tant que ça. Euh, je trouve que du point de vue du look, et tu as vu, William, ceux qu'on a vus, les anciens, on n'a pas été capable d'aller chercher cette personnalité-là qui était particulière au Land Cruiser, qui nous amenait un petit élément historique, là. Je trouve qu'on a un petit peu raté notre design de ce point de vue-là. Je pense qu'on a voulu un petit peu trop aller dans la signature de Toyota moderne plutôt que de jouer la carte du vintage. J'imagine que pour ceux qui n'ont pas nécessairement de nostalgie par rapport au Land Cruiser, comme moi personnellement, justement, comme je l'ai dit dans la vidéo, le 69, c'était 30 ans avant ma naissance, là, j'ai pas cette nostalgie-là. Donc moi, je le trouve quand même assez agréable, mais c'est certain qu'on n'est pas dans quelque chose qui va avoir l'air rétro. Je te dirais que, pour faire une comparaison similaire, je dirais que le Bronco chez Ford a été beaucoup plus réussi de ce côté-là en termes de mélange de rétro et de nouvelles signatures là, de design. Mais bon, écoute, je t'avoue que moi non plus, c'est pas celui qui m'enthousiasmait le plus, mais je suis relativement surpris. J'avais peur que ce soit lourd, ça aussi, que ce soit un peu comme le Tacoma. Si pire, finalement. Non, effectivement, c'est un véhicule qui est plus un VUS, qui se comporte comme tel et qui a vraiment un intérêt plus particulier. Évidemment, il y a le même moteur que le Tacoma, hein, on va se le dire, là, motorisation hybride aussi, 326 chevaux, 465 pieds de couple. Donc, c'est un véhicule qui est similaire en termes de puissance. Hybride. Oui, il est hybride. Et on fait 12 litres au 100 km avec un hybride. On fait 12 litres au 100 km avec un hybride, Mon effectivement. Dieu. Oui, ça c'est la particularité. C'est effectivement un véhicule qui est assez gourmand, qui est assez dispendieux en essence. Véhicule qui a un comportement routier, ma foi, agréable. Moi, j'avais eu l'opportunité de l'essayer hors route. Il fait un bon travail. Je te dirais que sur autoroute, il est correct, mais moi, je trouve qu'il est bruyant. Il est mal insonorisé. Dans l'habitacle, on entend beaucoup des bruits de vent. On entend le roulement. Vous l'entendez peut-être même à l'arrière actuellement. Donc, je suis pas vraiment aussi enthousiaste que je le souhaiterais par rapport à ce véhicule-là. J'attendais beaucoup du nouveau Land Cruiser et je vous avoue une certaine déception. On va regarder une petite gêne, là. Mineure déception. Oui, oui, Mais quand même. c'est ça. C'est pas un véhicule qui est mauvais, loin de là, mais c'est un véhicule qui est peut-être pas aussi intéressant qu'on le voudrait. Surtout, hein, on va se le dire, qu'il n'est pas exactement donné. Euh, le Land Cruiser part quand même à 72 000 Ça commence à être beaucoup de sous pour un véhicule de cette nature-là. La finition, je te dirais, pour 72 000 le problème. Hein? Autant que pour la Crown, on avait dit, mon Dieu, la finition était un de ses points forts. Mais ici, on le sent, là, le plastique, le craquement, le roulement. On n'est pas dans le même niveau, je trouve. Non, en fait, là, on a l'impression d'être dans un truck. Je dis volontairement cette Oui. expression-là. Là. Pas un camion, un truck. Non, non, un truck. Alors, c'est vraiment la sensation que ça donne. Bon, pas un mauvais véhicule, je le répète, un véhicule qui a quand même une certaine valeur. Si vous aimez faire du hors-route, il y a tout l'équipement nécessaire. Bien sûr, rouage, 4 roues motrices avec les modes gamme haute, gamme basse, avec le différentiel que vous pouvez verrouiller. Évidemment, nous, on ne le fait pas.
Je vous répète qu'on est dans les prairies, on est entre Saskatoon et Edmonton, euh, dans des conditions d'autoroute essentiellement. Donc, bien sûr, on n'a pas l'opportunité de tester ces éléments-là. Par contre, pour faire de la route, c'est correct. Je dois dire cependant que les sièges sont confortables. Oui. On est bien pour faire de la route, donc j'ai pas de problème. Alors, le Land Cruiser, c'est intéressant, mais ça a ses limites, il faut le préciser. C'est un gros VUS si vous avez beaucoup de sous, ce qui vaut la peine, mais je vous dirais qu'il y a des options peut-être moins coûteuses qui pourraient vous en donner plus. Là-dessus, ben, on va faire une petite pause parce qu'on va se rendre jusqu'à notre prochaine destination. Et rendu là, ben, on fait un changement de voiture, un autre, le quatrième en 2 jours. Et là, ben, on va tomber dans la Camry. Et là, ben, j'ai l'impression qu'on va parler un autre langage quand on aura le temps d'en parler. C'est pas un Tacoma, ça. C'est pas un Tacoma. Alors, on vous revient donc avec la Camry dans quelques minutes. Alors, on est actuellement presque arrivé à Edmonton. En fait, une autre étape importante de notre voyage, l'avant-dernière ville où on s'en va en Alberta. Et bon, une ville un peu plus importante, bien entendu, mais c'est surtout qu'on est au volant de la Toyota Camry. On le rappelle, la Camry, c'est la voiture qui a été redessinée, modèle 2025, un modèle qui est maintenant disponible uniquement avec une motorisation hybride. Donc, c'est intéressant. Sauf que, bon, on va replacer les choses dans leur juste perspective. Si vous nous écoutez depuis le début, vous savez qu'on a entre autres essayé la Grand Signa, un modèle qui pourrait s'apparenter à la Camry. Mais honnêtement, après avoir conduit les deux en 2 jours, j'avoue que j'ai un petit faible pour la Crown Signa. Moi aussi, je l'admets. Écoute, c'est sûr que c'est le format qui est légèrement différent aussi. Là, Frontier, on a quelque chose qui va peut-être plus aller du côté multisegment. Moi, si je me trompe, là. C'est une familiale. En théorie, c'est un station wagon un peu haut sur pattes. Ouais, mais tu sais qu'on entre dans ce genre de catégorie. Tandis que la Camry, c'est une Camry, là. Dans le sens que, on n'est pas dans le même format. Donc, déjà là, ça dépend de ce qu'on aime, ça dépend du look qu'on aime, ça dépend de ce qu'on recherche, j'imagine. Personnellement, j'ai trouvé que c'était relativement similaire en termes de confort à l'intérieur, mais on a quand même un peu plus d'espace du côté de la Grande Signa. Je sais pas si t'es d'accord. Totalement. Et j'ai trouvé en fait que l'aménagement était. Parce qu'on va dire, la Camry qu'on avait, c'était la XSE quand même. C'est le haut de gamme, c'est la version la plus équipée. Elle est bien, elle est super bien. Puis je l'avais déjà essayé au lancement et je pense qu'on avait même parlé dans le podcast. Et j'ai beaucoup aimé, et je continue de beaucoup aimer ce véhicule-là. Mais par rapport à la Crown Signa, j'ai trouvé que la Crown avait un petit avantage au niveau de l'insonorisation, de la qualité de finition. Tu sais, je peux te dire que la Camry, c'est une excellente berline intermédiaire, mais que la Crown Signa, ben, elle est à la limite des voitures de luxe. Elle pourrait quasiment se faire passer pour une Lexus. Oui, je comprends ce que tu veux dire avec le côté Lexus, mais si on parle de la conduite un peu, je peux peut-être te parler de la fiche technique de la Camry, hein, parce que là, c'est toi qui conduis pour une fois. On parle d'un moteur hybride 4 cylindres, 2,5 litres, avec un moteur électrique, hein, effectivement, donc hybride. Comme tu disais, toutes les versions sont hybrides à partir de la version 2025. Ça fait qu'on a quand même une consommation d'essence là, on a fait pratiquement la même chose que pour la Grand Signa, là, donc entre 6,1 et 6,4 litres au 100. C'est sûr qu'il faut dire que quand on fait un road trip comme ça à travers les prairies, peut-être qu'on risque de consommer légèrement plus que ce qui est affiché, ne serait-ce que parce que, bon, la limite c'est 110 ici, hein, donc... Ouais, puis on est sur autoroute en permanence, hein. Donc, et en ligne droite en permanence aussi. Mais donc oui, tu as bien raison de préciser. Quand même, un détail qu'il faut mentionner, on vient à peine de sortir d'un embouteillage un peu fou parce que, bon, ben, dans la banlieue, imaginez-vous, on est à 55 km d'Edmonton et on décidé qu'ils faisaient l'asphalte sur l'autoroute et qu'ils barraient une rue, une voie pendant 7 km de longueur. Alors, ça a créé un solide bouchon. Donc, on a été coincé là-dedans. Évidemment, la Camry a apprécié parce qu'elle aime bien rouler en ville, elle peut maximiser son usage électrique. Ça l'a un peu fait baisser la moyenne, mais quand même, à 6,4 de moyenne, c'est spectaculaire pour une voiture de cette taille-là, n'empêche. Oui, on parle de 232 chevaux quand même, là, la version qu'on avait avec le rouage intégral. J'ai pas eu de problème à dépasser les camions ou les tracteurs, il faut le dire. Et c'est beaucoup moins lourd. Hein. C'est sûr que quand on compare avec les autres véhicules qu'on a essayés, ben, encore une fois, peut-être pas la Grande Signa, mais si on compare avec la Tacoma, là, on n'est pas du tout dans le même poids, on n'est pas du tout dans le même sentiment pendant la conduite. Puis, écoute, ça, c'est un choix personnel, là, mais moi,
personnellement, je suis beaucoup plus du côté Camry en termes de confort, en termes d'appréciation de la conduite que je serais Tacoma, là. Ouais, moi j'aime bien les pick-up. Je sais pas si je m'en achèterais un, mais le conduire occasionnellement, c'est un plaisir. Mais évidemment, tu as raison pour la Camry. Petit détail aussi, je sais pas si vous avez vu récemment cette Camry-là, mais le style a vraiment été complètement remanié. La partie avant est différente, les porte-à-faux sont différents, c'est beaucoup moins anguleux, c'est beaucoup plus aérodynamique, c'est beaucoup mieux fait. Et William, ben, je vais te laisser le soin de parler de l'intérieur et notamment de l'infodivertissement parce que je sais, c'est ton dada du côté de chez Toyota. Mais écoute, l'intérieur, je pense que tu l'as déjà mentionné un petit peu là en termes de qualité de finition. On a parlé un petit peu du confort aussi. C'est sûr que la qualité des sièges, on reste dans un produit Toyota, ça reste relativement la même gamme de matériaux, hein, on s'entend. Quoi qu'on a le choix avec des sièges en cuir. C'est sûr que le système d'infodivertissement, moi, c'est un de mes points forts dans toutes les Toyota, là, je trouve qu'il est facile à utiliser, je trouve qu'il est facile à se connecter surtout, hein. Souvent, c'est ça le problème. Il faut passer à travers 300 menus, on trouve pas les boutons, tandis que chez Toyota, c'est un bouton connecté, ça fonctionne presque instantanément. Donc, moi, c'est sûr que c'est un de mes systèmes préférés, qui est d'ailleurs partagé avec les Lexus, hein. Donc, Oui. on retrouve un peu la même expérience, même dans les véhicules qui sont un peu plus de luxe. Puis, il est quand même gros, l'écran. C'est sûr que nous, on avait la version de luxe, c'est-à-dire qu'on avait un écran de 12,3 pouces. De base, on est plus dans le 7 pouces. En fait, l'écran multimédia, je crois que c'est 8. Oui, c'est ça. L'affichage devant le conducteur, c'est 7 et le multimédia, c'est 8 pouces. Donc, c'est sûr que la version de base, on est dans quelque chose de plus petit. Par contre, la version 12,3 pouces, c'est difficile d'en vouloir plus et même, ça commence à être dans la catégorie que je trouve gros, là. 12 Ouais. pouces et plus, ça commence à être dans la catégorie iPad, là. Oui, effectivement. Donc, comme vous le voyez, c'est un véhicule qui est intéressant. C'est un véhicule qui n'est pas parmi les moins chers, mais écoutez, on parle d'un véhicule intégral, hybride, donc un véhicule qui est quand même là, de grande qualité. Alors, c'est pour nous, là, c'est avec au volant de cette Camry-là qu'on va. Un détail dont on n'a pas parlé, l'espace de chargement à l'arrière. Écoutez, nous, on traîne nos valises, on traîne nos sacs d'ordinateur, on traîne tout notre matériel et il n'y a aucun souci. Il y a de la place en masse dans le coffre, là. On n'était pas en manque d'espace, pas du tout. Alors, c'est là-dessus que va se terminer cette journée-là, aujourd'hui, au volant de la Camry. On arrive à Edmonton, là, on va se stationner dans quelques instants. Et demain, on a une grosse journée, parce qu'on part d'Edmonton, on s'en va vers Calgary. On va faire un petit détour, parce qu'on a des activités particulières à aller faire. Bien entendu, on aura l'occasion de vous en reparler. Et on ne sait pas exactement encore quel véhicule on va conduire, parce que ben, écoutez, il reste quelques véhicules que l'on n'a pas essayés et on va voir ce que les gens de Toyota nous ont réservé. Et bonjour, et oui, pour nous, si vous nous écoutez, vous êtes dans la suite de notre podcast. Nous, on vous le dit, on est en direct. On est actuellement dans la région d'Edmonton. On quitte Edmonton ce matin au volant d'un véhicule historique. Et là, c'est pas un véhicule classique, là. C'est pas un véhicule de collection. C'est un véhicule historique. Pourquoi? Parce qu'on vous rappelle qu'on est actuellement en train de faire la tournée, une partie, si vous voulez, des étapes de la tournée du Canada avec Toyota Canada qui fête son 60e anniversaire au pays. Et le véhicule que l'on conduit actuellement, c'est un RAV4. Et là, vous allez me dire pourquoi il est historique, le RAV4? Parce que l'édition que l'on conduit, qui est d'ailleurs somptueusement ornée d'un drapeau canadien en avant, euh, et surtout la 11 millionième, le 11 millionième véhicule assemblé dans l'usine de Toyota en Ontario. Donc, c'est quand même une étape importante, 11 millions de véhicules, et c'est nous qui avons la main au volant de ce véhicule-là aujourd'hui. Avant de parler de la conduite, on vous dit qu'on est en fin de journée, en fait, euh, parce que là, tranquillement, il va se dérouler plein d'activités. Donc, on va vous revenir un peu plus tard en fin de journée avec nos activités, parce qu'aujourd'hui, William, on a un calendrier assez chargé. Oh oui. Alors, on vous revient dans quelques minutes avec toutes nos activités. Alors, et on vous l'avait promis, on est de retour. Et là, on a conduit la voiture tous les deux. On a conduit le RAV4 tous les deux. On va rapidement vous parler de ce véhicule-là avant d'aller vers les activités parce que je veux vraiment consacrer du temps aux activités qu'on a faites Oh oui, c'était aujourd'hui. très intéressant. C'était vraiment impressionnant. Mais rapidement, le RAV4, écoutez, c'est un bon véhicule, ça va bien. Mais de la totalité des véhicules que j'ai conduits dans les prairies cette semaine,
c'est celui que j'ai aimé le moins. Ben, je pense que c'est assez clair. Puis je pense que c'est pas nécessairement la même catégorie non plus. Quoique, il est quand même relativement cher. Pas nécessairement pour sa catégorie, mais moi, c'est le côté, ben, évidemment, tu me diras, mais le côté technologie, encore une fois, parce on nous a tellement choyés au courant des derniers jours. Hein, pour vous, c'est il y a quelques minutes, là, mais on parlait des gros écrans, là, de la Camry qu'on avait. On avait aussi un écran de, je crois qu'il est aussi 12 pouces, là, dans la Grande Signa. Le Tacoma aussi avait un écran, un système de divertissement qui était efficace. Ici, là, on est dans un écran qui est assez petit. Hein? Puis même chose aussi avec le tableau d'instrumentation. Il n'y a pas beaucoup d'informations qui nous est données. On est avec un cadran qui est très standard. Écoutez, rien de mauvais, un cadran standard. Bon, je veux pas être là en train de chialer sur le tachymètre, mais n'empêche que on n'a pas d'affichage tête haute, on n'a pas, par exemple, on avait la limite de vitesse qui nous était affichée à côté du tachymètre dans le tableau d'instrumentation. Là, ben, il faut se fier au système d'infodivertissement, puis c'est parce que j'ai connecté mon Google Maps dessus. Donc, c'est pas le même niveau de raffinement, je dirais, en termes de technologie, ni non plus au niveau du confort, là, de façon plutôt évidente. On est dans un véhicule qui est, disons, de milieu de gamme comparativement aux autres qui étaient peut-être plus haut de gamme. Donc, on est dans des sièges qui sont, je trouve, légèrement plus fermes, légèrement moins accueillants en général. Le plastique est un peu moins fini, là, c'est pas très, on l'entend un peu craquer. On n'est pas dans la qualité là, de la Crown, mais n'empêche que on dit juste ça parce qu'on l'a comparé avec la crème de la crème de chez Toyota. Là. Oui, effectivement, tu as bien raison. Il faut quand même rappeler qu'on est dans le RAV4 hybride, un véhicule qui, du point de vue mécanique, est super efficace. Écoutez, 6,8 litres au 100 de moyenne. On est dans une zone où le terrain est plus accidenté parce que, oui, croyez-le ou non, aujourd'hui, on a vu des bosses dans les prairies. Oui. Donc, donc, un véhicule quand même intéressant, un véhicule qui est très économique, un véhicule qui est assez spacieux, mais effectivement, position de conduite que je trouve un peu plus difficile à trouver. Le siège réglable, siège du passager qui est réglable manuellement et qui n'est pas nécessairement le plus facile à ajuster. Les sièges qui sont effectivement, qui offrent peut-être un support un peu moins bon. Moi, avec mon vieux dos, j'ai peut-être trouvé la journée un peu plus longue, mais dans l'ensemble, on vous le dit, c'est un très, très bon VUS. Il fait tout à fait le travail, mais comme tu l'as mentionné, de tous les véhicules qu'on a essayés ici, c'est vraisemblablement le moins raffiné de l'ensemble au niveau de la conduite. C'est un VUS, ça se sent. Quand même, il y a des modes de conduite. Hein. On a une version avec un mode trail, avec un différent mode de conduite. On vous le dit, c'est un véhicule qui est capable d'être très économique. Donc, c'est ce qu'on veut. Aussi capable d'être agressif, hein. J'ai été relativement surpris, là. Il y a un moment où j'ai dû accélérer quand même assez puissamment, puis on n'a eu aucun problème, même si on aurait pu avoir un problème de lourdeur ou peu importe. J'ai trouvé qu'on avait quand même une accélération intéressante. Après ça, tu me dis, mets-le en mode sport. Et là, c'est sûr qu'en mode sport, la consommation augmente quand même de manière assez drastique, mais on est dans quelque chose qui va évidemment être plus agressif, hein, justement, dynamique, peut-être puissant. Mais somme toute, on n'a pas grand-chose à redire sur la conduite en soi. C'est plus la cabine en tant que telle, là, je dirais. Puis c'est sûr que quand on fait un road trip où on conduit pendant 4 heures, ça paraît légèrement plus. Exactement. Écoutez, on va s'arrêter là sur le RAV4 parce qu'on sait que, on vous le dit, c'est un véhicule qu'on connaît bien, c'est un véhicule qui est quand même apprécié et appréciable. Mais on va vous parler de ce qu'on est allé voir aujourd'hui parce que je pense sincèrement qu'on a peut-être vu une parcelle de futur ce matin. Ah oui, certainement là, ce qu'on a vu chez Dark Matter Technologies ou Dark Matter tout simplement. Donc Dark Matter c'est une entreprise qui est toute nouvelle, hein, donc qui est partie à partir de l'université de l'Alberta. Ça fait moins d'un an qu'ils sont dans leurs locaux qu'on est allé visiter ce matin. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils se spécialisent en catalyste pour l'hydrogène. Donc, un petit retour rapide. Je sais que toi, tu l'as vu à la présentation, mais pour notre auditoire, peut-être. Donc, l'hydrogène, généralement, là, il y a plusieurs façons qu'on peut l'extraire, mais en gros, ça nous prend quelque chose qui contient de l'hydrogène et de l'énergie pour briser ces molécules-là et en extraire l'hydrogène. Donc, ça n'existe pas, l'hydrogène, sur la planète. On peut pas juste aller en récupérer.
Et il y a des méthodes qui sont faites avec du charbon, il y a des méthodes qui sont faites avec du méthane. Et vous comprendrez que le charbon et le méthane, c'est pas nécessairement le meilleur en termes d'écologie, surtout quand le but de l'hydrogène pour les véhicules, c'est de remplacer les énergies fossiles. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trouvé une méthode qui, ben, écoute, j'ai de la misère à y croire. Je l'ai vu de mes propres yeux, mais j'ai de la misère à croire qu'ils ont réussi à faire ça. Donc, évidemment, bon, on nous a pas donné de détails là, techniques, c'est tout secret, là, ces affaires-là. Hein. Donc, les herbes et épices, comme j'ai dit ce matin, on ne révélera pas la recette du colonel, mais c'est certain que ce qu'on a su, c'est que c'était à travers un catalyste très simple selon eux, qui contient des matériaux abondants, parce qu'aussi le problème des catalystes, c'est que souvent ça va contenir des métaux rares ou des métaux qu'ils appellent stratégiques, par exemple le cobalt, le lithium. Donc, ce qu'on nous a dit, c'est que ici, ce catalyste-là ne contenait absolument rien de tout ça et était même en fait relativement à la fois écologique et économique à produire. Hein? La partie la plus impressionnante, c'est que à l'inverse de presque toutes les méthodes, on fait tout simplement mettre le catalyste dans un verre d'eau et l'hydrogène en sort. Ouais, en fait, ça m'a fait penser aux, tu sais, les trucs pétillants là, pour En cassette dure, là. Tom, Alka-Seltzer. Ça m'a fait penser un peu à ça. L'idée, bon, écoutez, on simplifie, vous aurez compris, mais effectivement, on utilise donc de l'eau, on met ça, on est capable de récupérer l'hydrogène et donc de l'utiliser tel quel ou à peu près. Euh, Techniquement, ça veut dire que ça ne prend aucune électricité, alors que normalement, un des problèmes de l'hydrogène majeur, c'est qu'on a besoin d'électricité pour la produire. Or, dans ce cas-ci, on dit qu'on en a à peu près pas besoin, sauf que on peut chauffer l'eau, parce que là, on prend l'eau à température pièce. Ah oui, ce qui est encore plus impressionnant, parce que toutes les autres méthodes que je vous ai mentionnées demandent d'énormes quantités d'énergie, de chaleur ou de l'électricité pour dans le cas de l'électrolyse. Exactement. Alors là, ils disent, ben écoutez, non, nous, on peut faire ça avec de l'eau température pièce, mais plus on va chauffer l'eau, plus le système sera efficace et sera rapide. Donc, au départ, ça va prendre un peu d'électricité, mais pas beaucoup. D'autre part, le fameux catalyseur dont il est question, ben, une fois qu'il a été utilisé, à un moment donné, il devient un peu usé. Ben, il suffit de le chauffer un peu et il se recycle de lui-même et se régénère. On peut donc le réutiliser. Donc, déjà, ça, c'est impressionnant. Et ajoute à ça qu'une fois que ça s'est dit, on n'a pas besoin de grosses installations pour le faire. Ça peut se faire littéralement sur demande. Et un des projets qu'ils ont, entre autres, c'est d'avoir des petits. Il y a un réacteur. C'est ça. Un réacteur que l'on pourrait mettre dans un camion, par exemple, qui produirait sa propre hydrogène pour être capable de se propulser. Bon, évidemment, on est un peu dans la science-fiction, direz-vous. Le procédé n'est pas encore prêt à être commercialisé. Il est en revanche en cours de brevet. À plusieurs niveaux. On dit qu'il y avait une dizaine de brevets en cours là, pour ça. Et on peut même faire avec ça des batteries qui peuvent prendre n'importe quelle forme, incluant, dans notre cas, par exemple, un logo de Toyota, parce qu'on est avec Toyota. Et donc, on a créé un logo Toyota qui est en espèce de sirop-mousse dans lequel on a mis ce fameux catalyseur et ça, avec des anodes et des cathodes, ça a permis de créer vraiment une batterie. Donc, très, 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 très prometteur. Ça s'appelle Dark Matter Materials. Materials, exact. Dark Matter Materials. Merci, Nicolas Richard. Alors, je vous invite à faire des petites recherches, mais nous, en tout cas, on a été très, très impressionnés. Alors, évidemment, de l'hydrogène, de la production d'hydrogène, il fallait maintenant passer à l'usage de l'hydrogène. Et on s'est rendu visiter l'aéroport d'Edmonton. Là, je vous avoue que c'est plus un projet embryonnaire à l'aéroport d'Edmonton parce que pour l'instant, on a surtout des Toyota Mirai que l'on utilise finalement pour se déplacer un peu. Mais éventuellement, on aura d'autres types d'usages au niveau de l'hydrogène. Oui, absolument. En fait, un de leurs buts principaux, c'est de convertir de la machinerie lourde qu'ils possèdent déjà en ce moment, qui fonctionne au diesel en ce moment, mais de le convertir en mode qui bi-essence, si on veut, hein, je sais pas exactement les termes qu'ils ont utilisés en anglais, là, mais en gros, où on peut utiliser les deux différents types de carburant, c'est-à-dire de l'hydrogène et du diesel, et ce qui serait le but, et ça, ils sont en train de travailler avec une compagnie là, du coin pour convertir leur machinerie lourde, là, et quand je dis machinerie lourde, là, on parle entre autres là, des gigantesques camions qui enlèvent la neige. Tu me disais, un banc de neige de 6 pieds, la machine est capable de le lancer sur 100 mètres. C'est ce que tu me dis? Exactement, avec un moteur qui fait plus de 1000 chevaux.
Fait que ça peut donner l'idée là, de la quantité de carburant que ça doit utiliser. Je veux même pas le savoir. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'avec cette conversion-là, on pourrait utiliser soit un mélange, donc moitié hydrogène, moitié diesel, soit évidemment simplement diesel, mais on pourrait utiliser 100% hydrogène aussi dans ces gigantesques véhicules-là. Oui, mais c'est un moteur à combustion. Contrairement, par exemple, à la Mirai, qui, elle, fonctionne avec un réservoir dans lequel on met de l'hydrogène sous pression euh, et qui s'en va dans ce qu'on appelle une pile à combustible, un fuel cell. Dans le cas du gros matériel comme ça, il est plus avantageux d'utiliser un moteur à combustion qui, finalement, brûle de l'hydrogène au lieu de brûler de l'essence. Donc, c'est un des projets de l'aéroport de Edmonton. Il y en a plein d'autres, il faut le dire. Là. Ils veulent construire un parc d'éoliennes, ils sont vraiment tournés vers tout ce qui est le vert, justement, tout ce qui est environnemental. Donc, ils font vraiment de gros efforts. Alors, ça aussi, c'est une belle application, disons, de l'utilisation de l'hydrogène. Puis eux, la journée qu'ils ont un réacteur de Dark Matter Materials, leur projet est fini, là, dans le fond. C'est ce que je me suis dit tout le long. Il leur manque juste d'avoir le catalyseur chez eux, puis eux, dans le fond, ils sont corrects, parce que pour le moment, il faut qu'ils apportent par camion, ils savent même pas où, des fois, parce qu'ils changent d'endroit de production d'une compagnie externe. Donc, on voit que c'est ça le problème de l'hydrogène, là. C'est qu'il faut qu'on amène ça à des pressions extrême pour être capable de le mettre sous forme liquide dans des bonbonnes. Et après ça, ben, il faut transporter ça par camion. Il faut décharger la bonbonne dans une autre bonbonne. Et après ça, à partir de cette bonbonne-là, là, on peut le mettre dans les véhicules. Et ce qu'on nous disait, c'est que ces bonbonnes-là sont même pas très efficaces là, par temps chaud, parce que ça varie beaucoup avec la température. Ça peut prendre jusqu'à 20 minutes remplir une miraille. Effectivement. Donc, vous avez compris que c'est pas nécessairement la solution idéale. Ceci étant dit, donc, à partir de là, on s'est amusé, on a quitté Edmonton et on est allé faire une petite randonnée en direct. Et là, on a eu 12 ans. Martin, comme 6 ans. Je pense que c'est l'âge pour aimer les dinosaures, 6 ans. On a passé par Drumheller, qui est un endroit absolument incroyable en Alberta. C'est une vallée dans laquelle on a découvert des tonnes et des tonnes de fossiles et de squelettes de dinosaures dans tout genre. On a même découvert, en fait, des dinosaures qui s'appellent, rappelons-le, un albertosaure et un edmontonosaure. Effectivement, on passera pas trop de temps sur les dinosaures parce que c'est pas un podcast de dinosaures à mon grand désarroi, mais on ne pouvait pas passer à côté parce que ben on fait juste passer à travers Drumheller, c'est impossible de nier le lien entre la ville et les dinosaures. Hein? Il y a des sculptures de dinosaures, des peintures de dinosaures, des toiles de dinosaures. Si t'aimes ça les dinosaures, tu vas à Drumheller. Je pense que c'est ça. En gros, c'est ça. C'est ça. Mais le musée, je suis obligé de le mentionner, le Royal Tyrrell Museum, j'ai trouvé ça franchement impressionnant. Pas très cher, on parle de 12 $ par adulte, là, puis c'est probablement un des endroits, bon, mais moi, je suis un gros nerd dans la vie, là, vous le savez si vous écoutez le podcast, mais j'ai trouvé que c'était absolument fantastique en termes de ce qu'on pouvait voir, en termes de ce qu'on pouvait lire, et franchement, je suis très content d'avoir terminé notre road trip. Pas tout à fait terminé, parce qu'il faut encore qu'on retourne à Calgary, mais presque terminé mon road trip avec toi à un endroit aussi passionnant. OK, et on va vous retenir en vous disant que, bon, on vous dit, on s'en va vers Calgary. Pour nous, ce sera fini. Il y a d'autres gens qui vont embarquer dans les voitures qui vont se rendre jusqu'à Victoria. On vous invite quand même à aller voir notre page Facebook, Gotchard Podcast, ou même la page Instagram. Pourquoi? Parce qu'on a mis des photos et on a essayé de s'amuser pendant ce voyage-là à trouver des choses. Écoutez, pour une raison que j'ignore, dans les prairies, ils aiment beaucoup avoir les plus grosses affaires au monde. OK? Il y a des tonnes de trucs des plus grosses affaires au monde. On a malheureusement manqué le plus gros pierogi du monde. Hein? On n'a pas été voir la plus grosse saucisse ukrainienne du monde. Ah. Mais on est allé voir la plus grosse canette de coke. Oh oui! On est allé voir le plus gros œuf de Pâques ukrainien du monde. C'était joli, ça, quand même. C'était joli. À Drumheller, on a vu le plus gros dinosaure du monde. Alors, on vous invite à aller sur nos pages. Allez voir ces photos-là. Vous allez voir, on s'est bien amusé. On s'en va voir un cowboy en ce moment, à quelques kilomètres de notre hôtel. C'est certain qu'on va le poster, ça aussi. Mais c'est pas le plus grand du monde, semble-t-il. En tout cas, il n'y a pas le titre. Alors là-dessus, voilà, c'est ce qui met fin à notre émission cette semaine. Eh bien, vous le voyez, c'est une émission qui est assez différente. On vous a fait vivre en direct parce qu'on est vraiment dans la voiture, ce qui explique peut-être la qualité sonore un peu différente. On est en direct de ce voyage-là. On vous rappelle que c'est le 60e anniversaire de Toyota Canada. Ils ont décidé de faire vraiment une randonnée d'un océan à l'autre, du 1000 zéro
à l'est jusqu'au 1000 à l'ouest. Il y aura 48 journalistes qui vont avoir fait différentes étapes à l'intérieur de ce voyage-là. Nous, on avait la section Winnipeg-Calgary qui se termine. On vous invite bien sûr à vous abonner à notre podcast sur toutes les plateformes, à nous laisser, si ça vous tente, des petits jugements sur Apple Podcasts, sur Spotify, ou à nous envoyer vos commentaires, soit par la page Facebook, soit sur Instagram. Ça nous fait toujours plaisir. Et bien sûr, si vous avez des questions, info@gotchard.com. Ça nous fera aussi plaisir d'y répondre. Mon cher William, là-dessus, ben écoute, on se dit bonne fin de road trip. Bonne fin de road trip, et à la prochaine! Bye bye. Gotchard est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.